Bonsoir à tous, on va vous présenter un retour d'expérience de notre mission en tant que consultant IPON chez Thermo Fisher autour d'Elasticsearch qui est devenu la colonne vertébrale de tout notre projet. Donc moi je me présente, je suis Sébastien Odo, je suis consultant chez IPON Technologies, je suis développeur full stack et en mission j'ai plutôt des appétences pour tout ce qui est front-end. Donc actuellement chez Thermo Fisher, je travaille avec l'équipe front à apporter de nouvelles fonctionnalités sur le produit et à faire un peu de maintenance à ce sujet. Moi je me présente, je m'appelle Vivien, je suis archi chez IPON Technologies, architecte, solution, et je travaille principalement sur la partie back-end, architecture. Je suis un peu le couteau suisse chez Thermo Fisher et je vais travailler sur pas mal de tout ce qui est autour de la recherche et les nouvelles techno. Donc la table vite fait, donc on va vous présenter le projet, on va vous présenter nos problématiques, pourquoi est-ce qu'on a choisi Elasticsearch, comment est-ce qu'on l'a implémenté, et aussi les limitations qu'on rencontre actuellement parce qu'on n'a pas encore fini de le mettre en place. Donc voilà, tout ça c'est au programme du jour. Petite présentation. Donc on va commencer par présenter Thermo Fisher. Donc Thermo Fisher c'est notre client, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous connaissent Thermo Fisher. Si je pouvais faire une petite analogie, Thermo Fisher c'est le Amazon de la microscopie, de la science. C'est une très très grosse société américaine. Ce qu'il faut savoir c'est que leur cœur de marché, enfin ce qui leur apporte de l'argent aujourd'hui, c'est pas le développement, c'est vraiment de vendre des microscopes. D'accord ? Il y a plus de 80 000 employés dans le monde et ils ont plein de clients qui utilisent leurs microscopes. Aujourd'hui, si vous voulez, ils les utilisent avec des disques durs. Il n'y a pas vraiment pas grand chose autour des microscopes. On produit vraiment des terabytes de données. Et donc la gestion derrière de ces microscopes, elle est vraiment archaïque. Et c'est là où est-ce que chez Thermo Fisher, ils se sont dit il y a quelque chose à faire. Et là, je vais laisser Sébastien vous présenter. Le produit qu'on développe, il s'appelle Athena. Vous avez une capture d'écran en fond. Donc Athena, c'est un projet qui va permettre de faciliter le partage d'informations de tous les clients de Thermo Fisher. Comme l'a dit Vivien, à l'heure actuelle, c'est archaïque. On utilise par exemple des disques durs pour se partager les données. On utilise des cahiers avec des écrits à la main où on note les résultats des expériences, etc. Le but de cette plateforme, ça va être non seulement d'héberger toutes les acquisitions que réalisent les microscopes, mais aussi de faciliter énormément la collaboration entre tous les chercheurs autour des données qu'on a. Donc, on a différents processus qui vont s'exécuter sur les données acquises par les microscopes. On va pouvoir en tirer des graphes, les chercheurs vont pouvoir faire des corrélations dessus, plein de choses à ce sujet. Et du coup, ça en fait un produit qui est innovant. Il va être amené à évoluer énormément parce que en fait chacun des clients, donc les clients ça va par exemple être des universités, ils vont avoir chacun leurs besoins un peu particuliers si j'ose dire, et de fait il faut que la plateforme elle soit évolutive pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. Pendant toute cette conférence on va vous parler d'Elasticsearch entre autres. Du coup, il y a certaines portions qui vont être des faits, si j'ose dire, c'est-à-dire des choses qui sont valables pour tous les projets finalement. Et il va y avoir certains aspects qui sont plus liés au projet Athena et à ce que nous, on a mis en place pour nous faciliter la vie de tous les jours. Donc tous ces aspects-là, ils seront représentés par le petit logo de Athena. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez faire la différence facilement entre ce que vous pouvez prendre pour argent comptant parce que lié à Elasticsearch et ce qui dépend plus de notre choix d'implémentation. Et donc là, on va commencer par vous exposer les problématiques qu'on a rencontrées sur le projet. Donc, comme on l'a dit, il y a énormément de données qui sont générées par les microscopes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand ils font des acquisitions, tous les jours, ça crée environ 10 000 entités en base de données. Ça produit 30 000 fichiers en moyenne. Les fichiers ils sont très très gros, ce sont des images. Il y en a qui font 1 giga, il y en a même qui font plus. En fait, on s'en est rendu compte la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu nous voir avec un fichier de 26 gigas à uploader. C'est énorme. Et associé à ces entités et ces fichiers, il y a des métadatas qui sont finalement tout ce qui permet de
d'apporter des données supplémentaires à l'expérience, à la façon de réaliser une acquisition, bref, plein de données. Et donc tout ça, il faut le stocker et ensuite il faut pouvoir quand même en faire quelque chose. Donc comment on va faire pour requêter ces données et surtout comment on va avoir quelque chose qui est performant? Parce que évidemment souvent le cœur du sujet, on a énormément de données, comment on fait pour travailler avec? Donc chez nous, chez Thermo Fisher et notamment sur le projet Athena, ce qui a été le plus important, c'est le data model. Alors ce qui est un peu dommageable, c'est que je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce que c'est un peu ce qu'on vend, c'est un peu le cœur du produit. Donc on ne peut pas vraiment vous présenter le data model. Ce que je peux vous dire, c'est que ça pourrait se représenter sous forme d'un arbre. Aujourd'hui, à terme, ça sera potentiellement plutôt qu'un arbre, ça sera vraiment un graphe où chaque entité peut avoir des liens avec des entités parentes ou des entités filles. Donc il va falloir pouvoir parcourir toutes ces entités sans avoir des problématiques de performance qu'on peut avoir assez fréquemment quand on a une arborescence qui est très profonde, notamment dès qu'on attaque de la récursivité. On a beaucoup d'opérations qui vont être potentiellement en cascade. Et aussi, on va avoir besoin de faire de la recherche. Donc, il y a une grosse problématique. Et aussi, derrière, on va se poser des questions pour éviter de ralentir tout ce qui est affichage. Enfin, voilà, toutes les performances qui peuvent être liées à, derrière, une data management platform, ce qu'on peut aussi appeler ce projet. Tout ça, c'est des problèmes qu'on a actuellement. Donc, comme je disais juste avant, on va beaucoup faire de la recherche. On va faire énormément de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des microscopes, les scientifiques, moi je vais vous donner un exemple assez concret, ils ont des virus, ils vont les analyser, puis après ils vont extraire les données, puis ils vont les avoir quelque part. Aujourd'hui, ce que je vous ai dit juste avant, les données, elles sont dans des disques durs, c'est pas très pratique. Ce qui va nous intéresser, ce qui va être une cible à terme de Athena, c'est de se dire, actuellement il y a le coronavirus, d'accord, je suis en train de l'analyser, et potentiellement j'ai des données qui sont dessus, et je me dis, j'aimerais bien les croiser avec des données d'anciens virus, que j'ai déjà, ou potentiellement d'autres scientifiques ont déjà croisés, et être capable de vraiment différencier et voir si j'ai pas des choses qui se ressemblent, notamment peut-être avec le virus Zika, j'en sais rien, je dis ça comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, non, j'en sais rien. Mais voilà, l'idée c'est être capable de pouvoir rechercher, mais donc quand on se dit le virus Zika, il date il y a quand même pas mal de temps, hein, et entre temps, vous avez vu toutes les données qu'on injecte tous les jours dans le système, donc il y en a vraiment beaucoup. Et à partir de ça, il va aussi qu'on soit capable de rechercher un peu partout, donc soit dans les métadonnées, dans les fichiers, dans les attributs des entités. Enfin voilà, il y a une grosse problématique au niveau de la recherche. Et du coup, Sébastien, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça pour sortir un produit assez rapidement. Et oui, parce que vous avez tous travaillé sur des projets et vous savez qu'en général, les clients, ils veulent un résultat le plus rapidement possible. Donc nous, ça a été aussi une de nos contraintes, c'est que globalement, on voulait faire un MVP pour démontrer les fonctionnalités principales. On avait un temps assez court pour faire ça, quelques mois, et durant ces quelques mois, on avait un nouveau modèle de données à construire et un nouveau modèle de données à requêter. Il doit être requêté d'une part par le front-end, c'est l'application qu'on vous a montré tout à l'heure, et d'autre part par différents services back-end, puisque Athena, elle est découpée en microservices. Donc les échanges entre les services se font par API. Et voilà, donc dernière problématique, c'est cette notion de temps, comment pouvoir développer plus vite les API, les utiliser plus rapidement. Donc on va vous présenter maintenant pourquoi on a choisi Elasticsearch. Donc Elasticsearch, ça va être un serveur qui va permettre d'indexer vos données et qui propose une API REST avec des outils de recherche. Elasticsearch, il faut le voir comme un genre de gros cache. Elasticsearch, ça ne va pas être votre couche de persistance de données, il ne faut jamais le voir comme ça, c'est juste un cache. Et bon, vous le voyez sur l'extrait que j'ai pris là de GitHub, c'est un projet qui est fiable, c'est pas quelque chose qui est fait par 3 personnes dans leur coin, c'est quelque chose qui est vraiment réputé, c'est un outil qui est
relativement facile à prendre en main parce que la documentation est très bien faite, très bien détaillée. Vous trouvez plein de ressources sur Internet, donc on n'est pas parti sur quelque chose d'inconnu. Et donc, pour commencer, vous donner un petit aperçu de ce que c'est, on rentrera plus tard dans le détail. Je vais vous faire une première introduction à Kibana. Kibana, c'est un outil qui fait plein de choses, c'est un dashboard. Il permet, entre autres, et c'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui, de requêter le contenu de ce qu'on a dans Elasticsearch. Donc ça nous permet, un peu comme vous direz, un PGAdmin qui va vous permettre de voir le contenu de votre base de données. Donc on va prendre un exemple très simple aujourd'hui. On va créer un index dans Elasticsearch, un index de chansons. On se dit qu'on veut héberger des entités qui sont des chansons. Donc on va créer notre index. On va lui dire les mappings. Là pour l'instant on se dit on a besoin de 2 attributs pour décrire ma chanson. La date de sortie et son titre. On les type. Donc la date de sortie on dit que c'est une date. Le texte pour le titre. Il faut savoir que si vous ne précisez pas les types, Elasticsearch peut les deviner pour vous, à condition que ce soit parlant. Voilà. Et du coup, après, si on vérifie que ça s'est bien passé, quand on exécute la requête, on voit qu'on a notre index song ici. Les autres index, c'est des index système qui sont utilisés par Kibana ou Elasticsearch. Donc Kibana, son gros avantage, c'est que d'une part, vous avez l'autocomplétion sur l'API d'Elasticsearch, donc c'est très pratique pour coder, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir la doc. Vous avez aussi l'autocomplétion sur les attributs, release date par exemple. Bref, c'est pratique. Et dernière chose, on va insérer quelques documents dedans. Donc là, vous voyez que le document s'est inséré avec succès. On en met un deuxième, on en met un troisième. Et là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont remarqué que sur les documents qu'on insère, on a des informations supplémentaires qui n'étaient pas dans le mapping que j'ai fait au départ. Ça, c'est une fonctionnalité d'Elasticsearch qui permet en fait d'ajouter les attributs que vous voulez finalement. Vous pouvez faire un mapping fort pour avoir des types figés sur certains attributs, mais vous pouvez aussi rajouter à la volée des données que vous ne savez pas qu'elles vont exister. Et nous, dans notre cas, ça nous sert énormément parce que si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début, chaque fois qu'on fait des acquisitions et qu'on se retrouve avec des fichiers, des entités, on a plein de métadatas qui sont générés, mais en fait, ces métadatas, elles n'ont jamais, enfin, je ne vais pas dire jamais, mais n'ont pas toujours le même nom parce que pour chaque expérience, finalement, il peut y avoir des données scientifiques qui n'ont pas de rapport les unes et les autres. Donc nous, on n'a pas envie de devoir connaître la liste exhaustive des métadatas qui pourraient arriver. Ce ne serait pas possible en fait. Donc en ça, c'est pratique. On va repasser sur la présentation et après je reviendrai sur Kibana pour faire une démonstration de l'API Elasticsearch. Donc on peut se demander pourquoi finalement, nous au départ, Athena, ça fonctionne avec une base de données relationnelle, PostgreSQL. Pourquoi ce n'était pas suffisant? PostgreSQL, il faut savoir que si vous voulez faire de la recherche full texte, c'est assez lent. Nous, on allait en avoir besoin, et en plus à grande échelle, à travers beaucoup d'entités. Ensuite, il faut savoir que quand vous travaillez en microservices, votre base de données, elle est répartie entre les différents services, et il se peut que la donnée que vous recherchiez soit répartie dans plusieurs services. Donc déjà, quand vous devez faire des jointures en base, ce n'est pas l'opération la plus performante. Si en plus, l'agrégation des données, elle doit se faire avec des appels API entre les microservices, c'est encore plus lent. Donc ce que va permettre l'ajout d'Elasticsearch à notre stack, ça va être d'avoir des requêtes performantes sur différents attributs par rapport à certains critères. Et ça va être aussi un système d'indexation qui est flexible. Quand on a défini notre modèle de données, on a créé nos tables dans la base, nos colonnes, etc. Et ça, il faut être réaliste, quand vous avez travaillé sur des projets, vous n'avez pas envie tous les 4 matins d'aller changer la structure de votre base de données, de redéfinir les colonnes, les tables, etc. C'est quelque chose que vous n'allez probablement jamais faire, parce que c'est trop coûteux. Avec Elasticsearch, l'avantage, c'est que vous pouvez redéfinir vos index quand vous voulez, comme il vous plaît sur le moment où vous voulez les requêter par rapport à vos besoins. Et en fait, c'est très rapide à faire. Vous redéfinissez vos index. Comme Elasticsearch n'est pas votre couche de persistance, en fait, il va aller récupérer les données dans PostgreSQL. Il va les réindexer comme ça vous plaît
le jour où vous avez défini votre modèle de données dans Elasticsearch, vous allez avoir vos données à disposition. Alors du coup, Vivien, si je suis dans la position de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Elasticsearch, est-ce que tu aurais une comparaison à faire avec les bases de données classiques pour qu'on se représente un peu mieux ce que c'est? Oui, du coup, je pense que Sébastien, il a donné pas mal de mots. Il a parlé d'index, il a parlé de documents. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Elasticsearch, je sais pas si il y en a qui n'ont jamais travaillé avec Elasticsearch ici ou pas. D'accord, donc il y a quand même pas mal de monde qui n'a jamais travaillé avec Elasticsearch. Donc si on peut faire une petite... C'est vraiment une analogie, hein, on va pas dire que c'est exactement la même chose, surtout pas. C'est juste pour que vous soyez capable de vous représenter un peu la chose. Ce qu'on pourrait voir, c'est que dans une base de données relationnelle, on a des tables, des databases. Ça va représenter un index. D'accord? C'est la relation. Une ligne, ça va correspondre à un document. Alors pas une ligne, c'est les lignes vont correspondre à des documents. D'accord? Les colonnes vont correspondre à des fields. Donc les fields, c'est ce qu'il vous a montré avant, c'est peut-être le nom de la chanson, l'auteur de la chanson. Et alors le schema de votre database, ça va être le mapping. Alors attention, on ne parle pas de mapping type, on parle de mapping de champs qui va être leur data type. Ça, c'est quelque chose qui est possible dans Elasticsearch. Sébastien, quand il a créé les index et quand il a inséré les chansons tout à l'heure, Elasticsearch, il les a devinés tout seul, ces data types, il est capable de le faire. Par contre, vous pouvez définir des types forts, ça veut dire attention, je sais que le birth date c'est forcément une date, le author c'est forcément un texte, et du coup ça va vous permettre d'utiliser Elasticsearch plus efficacement en fonction des types de requêtes que vous voulez faire. Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont des questions sur ça, vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait jamais fait, ça va, c'est plutôt clair sur les liens. Sur le slide, l'index c'est pas une database, c'est une table. Oui, c'est une table, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que c'est géré lors de l'ajout à la volée de nouveaux attributs qui n'existaient pas sur le typage fort qu'on a... Alors, la question c'était comment est-ce qu'il gère l'ajout de lignes, de champs à la volée et de définir. En fait, il va tout simplement lire le champ que tu vas lui donner et il va essayer de deviner ce que c'est et ça sera le type de ton champ pour ton index. Et du coup, celui-là, il sera défini. Ça veut dire que si, malencontreusement, par exemple, pour les numériques, c'est une question qui peut se poser. Le premier numérique, parce que tu n'as pas défini ton data type, tu lui dis, tu lui donnes 12, mais après, tu veux lui donner un champ 12,3. En fait, il va te dire non, c'est pas possible parce que tu m'as donné un int, et moi, j'ai envie que ça soit... Enfin, j'ai vu que c'était un int, ça sera un int et ça peut pas être un double. D'accord? Il essaye de deviner par rapport à ce que tu lui donnes. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que c'est fixé, c'est fixé. Si tu veux changer, tu es obligé de supprimer ton index et de réindexer. D'accord? C'est pour ça que Sébastien il a insisté là-dessus. Elasticsearch, c'est pas votre couche de persistance de données. D'accord? C'est vraiment juste pour requêter et pour faire de la recherche. Du coup. Donc finalement, en quoi Elasticsearch ça a répondu au problème qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, dans le cadre une énorme quantité de données à traiter, Elasticsearch, c'est très performant pour ça. C'est fait pour stocker beaucoup de données et c'est fait pour les requêter de manière performante. Alors là-dessus, il faut faire très attention. Pour qu'Elasticsearch soit performant, il faut que votre système soit bien dimensionné. C'est-à-dire que quand vous allez initialiser votre cluster Elasticsearch, il va falloir avoir une estimation, on y reviendra plus tard, mais une estimation de la quantité de données que vous allez devoir indexer. Parce que pour qu'il soit performant, il faut qu'il ait la place nécessaire en gros pour fonctionner. On reviendra là-dessus plus tard. Bon, search, évidemment, c'est compris dans le nom, donc je pense que je n'ai pas trop expliqué pourquoi s'adapter. Et enfin, le problème de time to market qu'on a eu, c'est que Elasticsearch, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure, il a énormément d'API qui sont fournis, qui sont built-in. Donc vous avez plein de cas d'usage en fait qui sont déjà résolus par l'appel Elasticsearch et qui vont vous éviter de développer vous-même des API REST comme vous pourrez avoir l'habitude de le faire. Alors maintenant, on va voir un peu comment on implémente tout ça. C'est parti. Du coup, on va vous présenter dans les grandes, dans les grands axes, hein, l'architecture du projet Athena. Donc on a un front-end qui est en Angular. On a Elastic qu'on a rajouté par la suite, qui est un peu au milieu de tout le monde. On a nos microservices et on a les bases PostgreSQL qui sont derrière. D'accord? Et en fait, l'idée,
c'est que Elastic, et ben, en fait, il est venu, ça devient vraiment la partie centrale de notre application pour que tout le monde puisse requêter Elastic. D'accord? Et l'idée, c'est vraiment, on requête Elastic pour avancer, pour pouvoir travailler, parce qu'on a tellement de données, on a tellement de problématiques de volumétrie que il fallait qu'on ait quelque chose qui soit performant, qui réponde rapidement. Et les bases PostgreSQL, elles ont vite montré leurs limites. Nous, ça nous suffisait pas. On n'avait pas le temps de suffisamment développer d'autres choses. Et Elastic, clairement, ça répondait à nos problématiques. Enfin, en fait, c'est quand on a abordé la partie de metadata, on s'est dit Elastic. D'accord? C'est quelque chose qui est souvent fait, c'est métadonnées Elasticsearch. Et quand on s'est dit, quasiment tout, en fait, chez nous, c'est des métadonnées, pourquoi pas utiliser Elasticsearch plutôt que juste pour faire de la recherche de ces métadonnées? Pourquoi ne pas l'utiliser un peu partout? Et en fait, le mettre vraiment au centre de notre architecture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a dit, c'est que derrière, on est sur une stack microservice qui est déployée sur Kubernetes. Donc derrière, on utilise Elasticsearch qui est déployé sur Kubernetes, aussi simple que ça. D'accord? Il y a pas, honnêtement, le déploiement de Elasticsearch dans un Kubernetes, vous avez des fichiers qui vous permettent de le faire. Vous n'avez pas besoin vous-même de galérer à faire de l'installation. Donc, nous, ce qui est très important, c'est du coup la gestion de données. D'accord? Ce qu'on a dit juste avant, on avait déjà la base PostgreSQL, mais elle suffisait pas. Donc la première étape, avant de parler d'injection, ça a été de créer les index. D'accord? Parce que on avait nos bases de données, mais nos bases de données, elles répondent à un modèle relationnel, et déjà, ça nous allait pas sur comment est-ce qu'on devait les requêter. La première étape, ça a été de créer les index, de définir quels sont les index dont on avait besoin, pas avoir pas assez d'index, parce que du coup Elasticsearch, si j'ai qu'un seul index avec toutes mes métadonnées, clairement je vais perdre beaucoup d'intérêt d'Elasticsearch. Si j'ai trop d'index, je vais jamais savoir où est-ce qu'il faut chercher. Donc c'était trouver le juste milieu sur comment est-ce que je veux requêter. Ce qui est cool, c'est que comme c'est pas notre couche de persistance de données, mais si ça nous intéresse, si demain je veux changer mes index parce qu'en fait je me suis trompé et c'est pas du tout perf comment est-ce que j'ai mis en place, je jette, puis je change comment est-ce que j'indexe, et puis je le requête différemment. Mais derrière, ma couche de données elle n'a pas changé, tout mon système derrière il n'a pas changé. Donc ensuite, la partie gestion de données, nous on avait déjà l'injection des données, on récupère les données, d'accord, on les injecte dans une base Postgre classique. C'est vraiment le flux classique qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'il a fallu faire, c'est se dire, d'accord, à quel moment est-ce que j'indexe mes données? Nous, ce qu'on a pris parti de faire, c'est on va injecter les données. Une fois qu'on les a injectées, on va les indexer dans Elasticsearch. Jusque là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est facile. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis. Hein, c'est vraiment du schéma classique quand on fait ce genre de choses. La partie un peu plus tricky, et là où est-ce que nous, on n'est pas encore allé jusqu'au bout, c'est la partie des failures. C'est comment est-ce que vous allez faire si, à partir du moment où Elasticsearch, ça devient un peu ce qu'on a dit, nous, c'est notre point central. C'est important, nous, que les données qui soient dans Elasticsearch, elles restent dans Elasticsearch. On ne peut pas se dire, si j'ai pas de données, c'est pas grave. Pour nous, c'est pas envisageable. Donc, comment est-ce que je gère le fait si je suis en train d'injecter ma donnée, et puis ça va pas marcher? D'accord? Donc, alors, on n'a pas terminé. Il y a plein de choses qui sont possibles sur les failures. Notamment, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des systèmes de retry. Ça veut dire se dire, je sais que j'ai pas réussi à indexer la donnée, je vais réessayer. Derrière, il va aussi falloir monter tout un système de réindexation. D'accord? Il faut que vous soyez capable de réindexer tout votre système. Potentiellement, votre cluster Elasticsearch, il va tomber. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, être capable de réindexer tout à partir de votre base de données, ce qui va être assez coûteux, mais c'est des choses qui sont possibles, notamment si aussi, par exemple, vous savez combien d'entités vous avez dans votre base. Si les comptes, le count, c'est vraiment court, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place, notamment, pour le moment, on n'a pas encore énormément de données, on n'est pas encore parti en prod, d'accord, mais donc, sur tous nos tests, pour assez vite se rendre compte si on a des problèmes de failures, en fait, on compte la différence de nos entités. Et si c'est pas bon, du coup, on sait qu'il y a un problème de failures et on essaie de réindexer juste la petite partie qui va pas. D'accord? Donc tout ça, c'est vachement important à prendre en compte dans votre système, surtout si Elasticsearch, ça devient une référence super importante. Et du coup, comment on se sert de tout ça?
Alors là, on va remettre un peu les mains dans le cambouis. Il faut savoir que pour requêter Elasticsearch, vous avez deux solutions. La première, c'est de faire vous-même votre requête HTTP. Donc vous pouvez utiliser un Postman pour tester, vous pouvez utiliser curl, vous pouvez utiliser votre builder de requête HTTP que vous avez l'habitude d'utiliser en code. Bon, c'est bien, ça va marcher. Mais il y a mieux, il y a des librairies. Les librairies, elles sont toutes fournies officiellement par Elasticsearch, donc elles sont bien supportées, elles sont mises à jour en même temps que le produit. Alors nous, comme on l'a dit, on est en .NET et en Angular, donc dans notre cas, on a pris la librairie fournie pour .NET qui s'appelle Nest et celle pour Angular qui est disponible sur NPM, Elasticsearch Browser. L'avantage, le gros avantage de ces librairies, c'est d'avoir l'autocomplétion sur toutes les méthodes de l'API d'Elasticsearch et d'avoir du typage fort. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand Elasticsearch vous retourne des résultats, il ne vous retourne pas uniquement votre modèle métier, il vous retourne plein d'attributs autour, qui sont parfois utiles, parfois inutiles, mais en tout cas d'avoir le type dessus, c'est vachement pratique. Et donc pour tester, vous avez Postman si vous voulez, mais plus pratique, vous avez Kibana parce qu'il y a l'autocomplétion dessus. Donc par exemple, là on se souvient, on a inséré des chansons. On va faire une requête get qui va me retourner tout ce que j'ai dans Elasticsearch. Je clique sur play. Donc vous voyez, ça c'est les attributs ici dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas directement liés à votre modèle de données, mais qui sont utiles pour certaines choses. Je ne vais pas tous les expliciter parce qu'on n'a pas le temps et de toute façon je ne les connais pas tous. Mais en particulier, ce qui peut vous intéresser par exemple, c'est le score. Quand vous faites une recherche plus poussée, bon là j'ai demandé tous les documents, mais si vous faites une requête par mots-clés, etc., il va vous dire en quoi le document qui retourne est plus probable de correspondre à votre requête ou moins probable. Vous avez l'ID, etc. Bref, et en dessous, vous avez votre modèle de données. Là, la première requête, ouais, alors si je nettoie l'index, rapidement, je vais vous montrer un petit truc par rapport au temps. J'ai nettoyé juste le cache d'Elasticsearch. Ouais, bon. Ça n'a pas suffi. Ça peut suffire. Bon, c'est pas grave. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Elasticsearch, derrière, vous lui donnez vos données, etc. Lui, derrière, il a un cache sur la requête que vous faites. La première requête que vous allez faire, elle va prendre potentiellement un certain temps, par exemple 400 millisecondes. Et les requêtes que vous allez faire derrière, elles vont être beaucoup plus rapides. Genre vraiment beaucoup plus. Bon, là, je sais pas pourquoi ça marchait pas, peu importe. Mais là, on est passé de 400 millisecondes à, là, typiquement, la requête elle a pris 1 milliseconde parce qu'il y a déjà du cache derrière. Je n'ai pas réussi à l'effacer. Mais globalement, la première fois, ça ne va pas prendre aussi peu de temps. Après, ça va être très rapide. Chaque fois que vous faites des requêtes similaires, évidemment, toutes les requêtes sur votre système ne vont pas magiquement prendre 1 seconde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez plusieurs utilisateurs qui requêtent plusieurs fois l'API pour demander des choses très similaires, par exemple un filtre entre deux dates, ça va être beaucoup plus performant à ce niveau-là. Et donc, comme je vous disais, dans Elasticsearch, il y a plein d'API qui sont built-in. Alors, vous en avez une première, c'est l'API Refresh. Ça, elle est pratique parce qu'il faut savoir qu'Elasticsearch ne fait pas du travail en real-time. C'est-à-dire, c'est pas comme une base de données où quand vous dites d'insérer, la donnée est tout de suite insérée et vous pouvez la récupérer tout de suite. Elasticsearch, il va y avoir un court laps de temps, c'est 1-2 secondes, ça dépend de la charge de votre système, etc., entre lequel vous demandez de mettre à jour l'index avec vos nouveaux documents et le moment où les données sont vraiment disponibles. Dans la majorité des cas, c'est pas du tout un souci. Si jamais ça l'est, vous pouvez forcer le refresh d'un index pour avoir les données à jour. Il y a une seule API dans Elasticsearch qui est toujours real-time, c'est le get. Elle n'est pas hyper utilisée parce qu'en gros, il faut connaître l'ID du document que vous voulez récupérer. C'est le get sur un ID d'un document, d'accord? Pas les get, tous les get, c'est le get d'un ID d'un document. C'est la seule qui va vous assurer que si le document vous l'avez inséré, vous allez le récupérer. Une autre API qui est pratique, c'est le count. Vous voulez compter combien d'entités correspondent à vos critères de recherche. On a mis un exemple en dessous. Si on retourne sur mon histoire de chansons, vous voulez savoir par exemple combien de chansons ont été chantées par Diana Ross. Vous lancez la recherche, il vous répond 1. Bon. Pas beaucoup Diana Ross. Vous avez des critères de tri. Vous pouvez trier de manière ascendante, descendante par n'importe quel attribut. Et c'est là que le mapping est intéressant. Là, je vais lui demander de trier toutes les chansons par ordre ascendant. Donc dans ce qui va me retourner, on a d'abord celle qui est sortie en 1975, en 78, en 80.
Et c'est là que c'est important de bien définir votre mapping si vous savez que vous allez avoir des recherches à faire là-dessus. Parce qu'évidemment, pour comparer deux dates, lui derrière, il sait le faire. Mais si vous lui envoyez une string qui malheureusement est mal formatée, il va être perdu. Il n'y a pas de magie derrière ça. Je ne vais pas vous montrer des exemples sur tout, mais parmi les API que vous avez, vous pouvez faire des requêtes pour récupérer par exemple toutes les entités qui sont comprises dans une liste d'ID. Vous pouvez récupérer toutes les entités dont l'attribut est égal à une valeur. Vous pouvez récupérer aussi les entités qui ont un attribut. On parlait au début des métadatas. Dans le cas scientifique, par exemple, on va poser un attribut, je ne sais pas, l'astigmatisme sur une donnée. Vous voulez savoir quelles sont les acquisitions qui ont été faites par les microscopes qui disposent de cette donnée. Donc ça vous permet de requêter juste ce cas-là. Vous pouvez faire des recherches par borne. Savoir, donc là, je vais vous montrer encore un exemple, toujours sur la date. Toutes les chansons qui sont sorties après 1980, c'est la requête qu'on a là, hop, et donc là, il nous en retourne une seule, parce que les autres, si vous vous en souvenez, elles étaient sorties en 75 et en 78. Vous pouvez faire de la pagination aussi avec Elasticsearch. Alors pour faire de la pagination, vous avez deux façons de la faire. Vous avez une façon classique, où vous lui envoyez le début, le premier index, la fin, il va vous récupérer par exemple les 50 premiers documents qui correspondent à ça. Ensuite, vous en voulez d'autres, vous envoyez le même critère de recherche, il va vous récupérer le 51e jusqu'au 100e. Ça, c'est peut-être bien suivant le cas que vous avez, on a l'habitude de le faire, mais malheureusement, si entre-temps, on insère des nouvelles données dans votre système, on en supprime, vous, potentiellement, ça va un peu vous embêter du côté de votre service où vous avez besoin de cette pagination. Pour pallier à ce problème, vous avez une autre API, c'est l'API Scroll. Elle vous permet de créer un snapshot d'Elasticsearch au moment où vous faites votre première requête. Donc vous allez dire que vous voulez faire une requête scroll, Elasticsearch va vous figer un contexte, et à partir de là, toutes les pages suivantes que vous demandez vont l'être par rapport au contexte que vous avez figé au moment où vous avez fait votre première requête. Alors c'est pratique parce que ça vous évite d'être embêté sur votre interface par des données qui sont supprimées ou ajoutées. Ça vous permet de mieux gérer vos pages, tout simplement. Il faut savoir que c'est quand même un peu coûteux parce qu'Elasticsearch doit se garder du coup un contexte pour vous. Et donc il faut nettoyer ce contexte quand vous n'en avez plus besoin. Sinon il y a une durée qui est définie au bout duquel il s'en va. Mais bon, voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients finalement. Mais c'est très intéressant de savoir que ça existe parce que c'est pas commun d'avoir ce système-là. Et donc maintenant, on a tout ça, mais finalement notre Elasticsearch, il est exposé à la vue de tous. Et du coup, Vivien, c'est pas très bien ça. Ouais. Alors, là, tout ce que vous présentez, Sébastien, c'est des choses qui sont classiques. Hein, c'est des choses que vous pouvez utiliser avec Elasticsearch. Nous, c'est ce qu'on a utilisé à fond. Maintenant, on avait une grosse problématique de sécurité. Vous vous en doutez, des expériences qui sont faites par des scientifiques. Déjà, ils sont peut-être en train de travailler sur quelque chose de tout nouveau, donc ils veulent pas que le petit copain il copie sur lui. Donc, on a vraiment une grosse problématique de sécurité. Donc, on a fait deux choses pour essayer de sécuriser. Donc, en bas, vous pouvez voir un petit schéma. Concrètement, le petit carré violet, ça va être notre cluster Kubernetes, dans lequel on va avoir Elastic, on va avoir un petit Nginx, un ingress qui va nous permettre de rentrer dans notre cluster, et après, tous ceux qui sont à l'extérieur, nous on les considère comme des méchants, des gens qu'on ne veut pas qu'ils puissent accéder à nos données s'ils n'ont pas le droit. Donc la première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité les accès via le proxy. Nous on a tout simplement, alors Elasticsearch il permet de faire ça, hein. Vous avez des plugins qui permettent de faire de la sécurité, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Xpack. Nous clairement, il suffisait pas entièrement à notre besoin. Donc pour simplifier les choses et pour éviter d'avoir de la sécurité à l'intérieur de notre cluster mais en avoir que à l'extérieur, on a tout simplement mis une petite gateway devant Elasticsearch et puis on lui a dit tous les appels qui viennent de l'extérieur ils passent nécessairement par cette gateway. Si j'ai pas de token, si j'ai pas les credentials nécessaires pour pouvoir accéder à Elasticsearch, tu n'as pas accès. Donc là du coup en fait j'ai pas touché du tout à mon Elasticsearch, ça c'était super cool parce que j'ai juste un petit proxy qui est devant et qui sécurise mon Elasticsearch pour tous ceux qui arrivent de l'extérieur. D'accord ? Donc moi en interne, j'ai même pas besoin de me soucier de la sécurité pour accéder à mon Elasticsearch. C'était quand même pas suffisant parce que derrière, quand nous dans nos applications, on va vouloir faire de la recherche, et alors nous on va quand même vouloir limiter et pas récupérer les résultats de tout le monde. Si mon scientifique il va sur la barre de recherche, il tape
le Zika ou coronavirus, j'ai pas envie de remonter les informations du petit voisin, du copain. Donc on a rajouté nous une petite couche supplémentaire, un petit plugin supplémentaire pour ajouter des règles business. Alors concrètement, Elasticsearch, il n'y a pas vraiment de règles business. Ce qu'on a fait, on a utilisé un petit plugin qui s'appelle Read Only Rest. Je vous laisserai chercher parce que je ne vais pas avoir le temps vraiment de détailler comment il marche. Mais concrètement, ça va juste permettre de rajouter un filtre sur toutes les requêtes qui vont venir en amont. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini notre règle métier. On s'est dit, OK, sur quoi est-ce qu'on limite les accès? Nous, sur Athena, on a de la chance, on ne limite pas les accès par user, on limite les accès par expérience. D'accord? C'est vraiment le plus haut point. On a notre expérience. Les accès, ils sont partagés sur une expérience. Donc, toutes nos entités qui sont dans Elasticsearch, elles vont comporter l'experiment ID, l'ID de mon expérience. Et donc, sur chaque requête que je vais envoyer à Elasticsearch, je vais m'assurer que dans les informations qui sont envoyées, j'ai les experiment ID pour être sûr que je récupère, pour pouvoir filtrer sur toutes les entités et récupérer que celles sur lesquelles j'ai des accès. C'est vraiment l'utilisation des filtres d'Elasticsearch. On va revenir là-dessus parce qu'il y a quand même des problématiques derrière qui se posent, notamment sur comment je fais si je dois rajouter ce champ-là sur toutes mes entités. Est-ce que j'ai de la surcharge? Comment je fais si je change les droits? Tout ça, c'est des problèmes qu'on a encore et on va en discuter juste après. Du coup, pour résumer, c'est quoi nos use cases sur Elasticsearch et pourquoi est-ce que c'est devenu notre colonne vertébrale? Voilà, donc on vous a présenté le projet comme Elasticsearch étant le centre de notre projet. Donc, les critères de recherche. Grâce à Elasticsearch, je vous ai montré quelques exemples très simples parce qu'on n'a pas le temps de faire une grosse démo, mais il y a plein de critères qui sont possibles. La doc est très bien faite, comme je vous ai dit. Et du coup, en fait, à peu près tout ce qu'on veut chercher, il y a une requête qui permet de le faire sans avoir à développer une API derrière. Il suffit, entre guillemets, de passer les bons critères, de passer le bon JSON finalement, et on va avoir les résultats qu'on veut. Ça, c'est valable pour tous les projets. Ce qui est un peu plus spécifique au projet Athena, c'est la navigation. On s'est dit, on va développer Elasticsearch à tous les niveaux, et on va l'utiliser même pour naviguer dans notre application. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un appel REST pour aller récupérer la liste des acquisitions, par exemple, sur la capture d'écran que vous avez vu au tout début, on va utiliser Elasticsearch pour récupérer cette liste-là, parce que ça évite de développer une API côté back, et parce que potentiellement, s'il y a beaucoup d'entités, ce sera plus performant. On s'en sert aussi pour dessiner les graphes que vous avez vus au début. Les points, chaque point sur les graphes, c'est une métadata. On s'en sert du coup d'Elasticsearch pour agréger toutes ces métadatas et nous, dans le front, ensuite, positionner les points sur le graphe. Et ensuite, c'est un peu ce que j'ai dit avec le search, mais sur toutes vos données, si vous passez les bons critères de recherche, vous pouvez avoir les entités exactement celles que vous voulez. Alors, il y a quand même quelques limitations, et on va vous les présenter rapidement. Ouais. Du coup, évidemment, tout n'est pas tout rose. Elasticsearch, c'est pas parce que c'est bien, c'est cool, ça va vite, que faut l'utiliser partout. La première problématique, nous, c'est le sizing. Alors, on a tout simplement mis Athena sur le client list. Le reste, c'est des problématiques qui vont se poser sur tous les projets. Nous, notre problème, c'est que vous l'avez deviné, c'est des microscopes, mais les microscopes, ils sont pas tous sur Internet. Donc, en fait, on va déployer Athena chez des clients, potentiellement chez des clients qui auront accès à Internet, d'autres qui n'auront pas accès à Internet. Donc à chaque fois, c'est un nouvel Athena qu'on déploie. On n'a pas un seul Athena. Donc la grosse problématique, c'est quoi les besoins de mon client en termes de sizing. Il l'a dit Sébastien, les performances de Elasticsearch, elles vont dépendre du sizing. Comment est-ce que je définis le sizing au départ? Il faut que ça soit cohérent. Qu'est-ce qui se passe si, au bout d'un moment, mon client il met trop de données dans mon Elasticsearch? Elasticsearch, vous pouvez pas rajouter vous pouvez pas rajouter du storage à chaud. C'est pas possible. Parce que pour qu'il puisse faire son indexation et être capable d'aller chercher ces données où est-ce qu'elles sont, il a besoin de partitionner et de savoir où est-ce qu'il doit aller chercher. Si vous rajoutez un disque, lui, il sait pas. Si vous rajoutez un disque, vous supprimez tout Elasticsearch, vous réindexez tout. D'accord? Donc sur 3 mois de données ou sur une semaine, ça prend pas longtemps. Sur 10 ans de données, ça peut potentiellement prendre du temps. Donc c'est vachement compliqué. À ce niveau-là, il faut vraiment réfléchir à votre sizing au départ, parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Nous aussi.
on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui est real-time dans Elasticsearch. Donc il faut l'avoir à l'esprit. En général, si vous discutez avec vos clients, vous vous rendez compte que ce n'est pas un besoin nécessaire. Si ça l'est, du coup, peut-être qu'Elasticsearch n'est pas la bonne solution. Vous devez faire attention au contexte dans lequel vous faites les requêtes par rapport au real-time, par rapport au contexte à l'API scroll dont que je vous ai présenté rapidement. Et vous devez penser que les refresh, c'est quelque chose qui est relativement coûteux. Si vous voulez avoir de real-time, vous vous dites bon, c'est pas grave, je fais un refresh à chaque fois. Non, c'est pas la bonne solution. De temps en temps, c'est pratique. Tout le temps, ça va pas être possible. Et de même, comme Vivien l'a évoqué, si vous voulez réindexer tout votre système, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours sur la quantité de données qu'il y a. Si on revient sur les problématiques des règles métiers, moi je vous ai dit, on a de la chance sur le projet Athena. Tout est au niveau d'une expérience. Mais qu'est-ce qui se passerait si mes règles métiers, en fait, moi je devrais pouvoir avoir une gestion fine de partage et partager avec n'importe quel utilisateur. Et alors là, en fait, je vais avoir un gros problème parce que imaginons que je partage mon expérience avec un nouvel utilisateur. Il faudrait que je repasse sur toutes les entités de cette expérience pour modifier en fait la liste des utilisateurs qui ont le droit de pouvoir accéder à cette entité. Ça veut dire en fait modifier tous les documents, réindexer tous les documents. C'est vachement sensible, d'accord? Donc si vous avez des problématiques métiers à ce niveau-là sur la sécurité, choisissez bien votre règle. Peut-être que nous demain, si on doit faire de la gestion plus fine, va falloir qu'on trouve un nouveau système. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir utiliser l'Experiment ID parce que c'était quelque chose qui changeait pas souvent. D'accord? Mais potentiellement, c'est des problèmes que vous pouvez avoir, qui vont pouvoir derrière vraiment flinguer les performances de votre cluster et l'utilisation d'Elasticsearch derrière, en fait, il n'y aura plus vraiment d'intérêt. Et enfin, par rapport à une API REST que vous pouvez avoir l'habitude de manipuler, un CRUD classique, Elasticsearch ça va être un peu différent, donc il faut l'avoir à l'esprit. On l'a dit souvent dans cette conférence, encore une fois, ce n'est pas votre couche de persistance. Quand vous allez récupérer une seule entité, parce que vous savez que vous allez en récupérer une, par exemple si vous faites un filtre par ID, il faut savoir qu'Elasticsearch pour lui ça reste une recherche et qu'il vous retourne une liste de résultats. Donc si la liste est vide, ou à l'inverse s'il y a deux résultats, il ne va pas y avoir d'erreur. C'est pas comme sur un CRUD classique où vous allez avoir un 404. Là ça va être à vous derrière, côté client, de gérer ça un peu plus finement, façon de dire si j'ai pas qu'un seul élément, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, quand vous faites une API REST, par exemple, vous codez des réservations dans un hôtel, vous avez un client, vous voulez récupérer la réservation et vous vous dites je vais récupérer mon client avec parce que c'est bien pratique. Du coup, vous avez votre réservation et puis vous avez un champ client qui est imbriqué dedans avec tous les détails. Sur Elasticsearch, il faut à tout prix éviter les objets imbriqués. Ça va décroître ses performances, en particulier au niveau de l'indexation. Donc il faut essayer de tout mettre à plat, les attributs dont vous avez besoin. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus sur la façon de requêter Elasticsearch via Angular, j'ai écrit un article sur le blog de Hippon qui est accessible en flashant le premier QR code. Voilà, vous avez quelques exemples de requêtage, ça parle beaucoup de l'API scroll aussi. Et enfin, si vous voulez retrouver nos slides, vous pouvez les avoir en flashant le deuxième QR code. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On vous fera passer le micro. Ouais. Concrètement, comment ça se passe pour interfacer Elasticsearch avec un système de persistance de base de données quelconque? Est-ce qu'il y a des pilotes particuliers à prévoir? Est-ce que c'est Elasticsearch qui pousse des compatibilités sur certains ou d'autres produits? Absolument pas. La façon dont ça va se passer, en fait, c'est que globalement, vous allez voir comme si vous vouliez enregistrer, modifier vos données à deux endroits différents. Si je prends un exemple bateau, j'ai un fichier, pas un fichier d'identité, et je change son nom. Donc vous allez enregistrer la première fois votre entité dans la base de données, et au même moment, vous allez faire aussi une requête dans un repository qui va être interfacé, lui, avec Elasticsearch, et vous allez dire, enregistre-moi ce document-là dans Elasticsearch. Si derrière vous faites une requête put pour modifier le nom de votre entité, vous allez faire la requête put, donc d'un côté vous allez modifier votre base de données avec votre repository classique, et en parallèle dans votre code, vous allez appeler Elasticsearch pour lui dire, faut mettre à jour l'attribut put. Il y a vraiment deux traitements qui se font en parallèle. Ouais, il n'y a pas de magie, hein. Elasticsearch, c'est pas genre j'injecte dans Postgre et magiquement ça ira dans Elasticsearch. C'est à toi de trouver une manière intelligente d'être capable d'enregistrer dans les deux avec le moins de surcoût possible.
Après, si tu veux avoir des choses potentiellement qui pourraient marcher, tu pourrais imaginer avec de l'eventing, avec des fils de messages, et avec derrière, quand tu envoies dans ta file de messages, je veux dire, j'ai rajouté cette donnée-là. Après, tu peux avoir des connecteurs qui pourraient potentiellement injecter ta donnée dans ton Postgre et dans ta base Elasticsearch. Je sais pas si c'est la solution que tu cherches ou pas, mais il n'y a pas de solution miracle. C'est à toi de dire j'ai de la donnée, je la mets dans Elasticsearch. Je sais pas si on a répondu à ta question. Non, il n'y a pas d'interface. C'est ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment ta base Postgre, ton Elasticsearch. C'est une duplication, c'est un gros cache en fait. C'est vraiment un gros cache dans lequel on va mettre les données, mais c'est nous qui les mettons dedans. C'est pas Postgre, il n'y a pas d'interfaçage entre les deux. Et c'est l'avantage, d'un certain côté, du coup, d'être complètement indépendant de la base que vous choisissez. Il peut ne pas y avoir de base, mais non, le problème, non, c'est non. stocker vos données quelque part. Voilà. C'est pas une couche de persistance de données, Elasticsearch. C'est pas du tout une couche de persistance de données. Il communique via votre code en fait, avec Postgre. Non, il communique pas, je comprends. Il communique pas directement avec. Où ça? Où est-ce qu'il y avait la slide? Alors vas-y, reviens. J'arrive. Là? Mais il n'y a pas de flèche entre la base et Elastic. Là, tu as les apps en fait. Là, c'est tes applications. En gros, tes apps, elles ont un lien avec leur base de données. Et c'est les apps qui vont pousser la donnée dans Elasticsearch. Ou aller la chercher potentiellement. Mais à aucun moment, tu as un interfaçage sans une application, sans quelque chose au milieu. Bah, c'est les données que tu mets. En fait, c'est toi qui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que PostgreSQL, c'est ta base de données relationnelle. D'accord ? Tu as toutes tes informations. Est-ce que déjà, tu veux chercher, quand tu veux faire de la recherche, dans Postgre, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas très perf quand tu veux faire de la recherche full text. Tu vas peut-être vouloir avoir des jointures et compagnie. Nous, dans Elasticsearch, ce qu'on a pris comme partie de faire, c'est qu'on a juste des documents avec c'est que du flat, des objets qui sont flat. D'accord ? Et c'est nous, en fait, c'est juste une autre représentation de la donnée. Tu as ta représentation de ta donnée dans ta base PostgreSQL. Et nous, pour des facilités de requêtage, pour des facilités d'agrégation, on a représenté la donnée autrement dans Elasticsearch. Et tout simplement, c'est ce que je disais quand on fait de l'injection et de l'ingestion de données, quand tu récupères tes données, en fait, elles arrivent dans ton microservice, tu fais un post. Tu fais un post dans ton service, tu dis « injecte-moi une nouvelle chanson ». Ok, il va l'enregistrer dans la base PostgreSQL avec ton modèle relationnel. Puis après, il va la mettre dans Elasticsearch. Donc c'est deux appels séparés. Il va la mettre dans Elasticsearch en disant « voilà, j'ai une chanson ». Après, elle aura potentiellement deux totalement représentations différentes parce qu'il y a Elasticsearch, c'est comment est-ce que je veux récupérer ces données et comment est-ce que je veux rechercher dedans, alors que là, c'est comment est-ce que je veux persister ma donnée. C'est à vous finalement via le code de gérer la cohérence entre les deux modèles. Genre s'il y a une erreur, tu gères. Ouais, les gestions des failures sont très importantes, surtout dans notre cas, parce que si on arrive à injecter la donnée là, mais qu'on n'arrive pas à l'indexer là-bas, bah, potentiellement on a un déphasage et du coup notre portail il sera pas capable, ou nos applications elles seront pas capables de retrouver cette donnée. Ça peut poser préjudice. Donc ça, la gestion des erreurs, c'est vachement important. Un système de messaging pourrait permettre de résoudre ces problèmes-là, puisque tu pourrais dépiler tous tes anciens messages pour être sûr que tu as bien toutes les données qui vont bien dans ton Elastic et dans ta base. C'est des possibilités. Alors la question c'est Elastic ne sert qu'à récupérer les données. Exactement. Elastic, c'est vraiment juste un gros... On le met devant, d'accord, on le met là. Tu peux le requêter. Je veux pas que tu y touches. D'ailleurs, c'est une sécurité aussi qu'on a mis en place. Je l'ai pas dit juste avant. Tous ceux qui sont à l'extérieur de notre cluster Kubernetes, ils peuvent faire que du get sur notre Elastic. D'accord ? Pour éviter qu'ils puissent altérer les données qui sont dans notre Elastic. Ouais. Alors Elasticsearch, on les met dans la mémoire vive de l'ordinateur. Il a un système de fichiers.
Je vais pas pouvoir te dire comment est-ce que c'est fait vraiment en profondeur Elasticsearch. C'est son système de gestion, c'est lui qui le. C'est sûr que je crois c'est que pas tout en mémoire vive. c'est basé sur du Lucene pour la recherche, full text. C'est ça. Ouais. Il a besoin Ouais. Non mais tu peux bien sûr. Alors il persiste sa donnée. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas l'utiliser comme ta couche de persistance. D'accord? Parce que Elasticsearch c'est pas fait pour faire de la persistance de données. Il va persister de la donnée évidemment parce qu'il faut qu'il puisse les avoir quelque part. Sa donnée c'est pas que de la mémoire vive, mais faut pas l'utiliser en tant que parce que c'est volatile. C'est un système de fichiers. Par exemple, si le cluster tombe, si Elasticsearch a une panne, par exemple, pour eux, ils t'assurent pas que ta donnée va rester. C'est pas comme une base Postgre où si le service Postgre tombe, tu es sûr que ta base elle est toujours là, tes données sont toujours là. Sur Elasticsearch, si ça tombe, potentiellement, tes données sont corrompues. De leur point de vue, c'est pas grave parce que tu as une autre source ailleurs qui te permettra de réinjecter facilement les données dedans. Pour revenir aussi sur ce que j'ai rapidement passé au début, le but d'Elasticsearch, c'est d'être vraiment modifiable par rapport à vos besoins. Si dans 6 mois, par exemple, vous vous dites bah, mes besoins ont pas mal changé, du coup je les requêtais différemment, donc je change l'indexation, c'est plus facile de partir d'une vraie base de données où vous avez votre persistance et de dire bon ben injectez-moi comme ça cette fois-ci, et plus comme on faisait avant, que de l'avoir directement en persistance et de devoir tout changer parce que vous vous retrouvez avec le problème que vous aviez sur une base relationnelle, à devoir changer toutes vos relations, etc. Et vous pouvez être sûr que ça va probablement mal se passer, quoi. Et juste aussi, ce qu'on peut soulever, c'est que Elasticsearch, là, nous on a soulevé les problématiques de sécurité. Elasticsearch, c'est pas du tout fait pour faire de la sécurité. Donc là, potentiellement, tu as quelqu'un qui fait un delete sans faire exprès. C'est beaucoup plus difficile de faire un delete sur ta base de données quand tu as un mot de passe admin, machin et compagnie, que sur ton Elasticsearch qui est open à tout le monde. Alors Mika, vas-y. Moi j'aimerais savoir quel a été, si vous pouvez estimer le gain d'appeler Elastic directement par le front au lieu de créer des services pour faire ces requêtes Elastic. Alors Michael demande quel était le gain d'utiliser Elastic et pas des services back directement. Le gain en performance ou le gain en temps de développement? En temps de développement. Le gain en temps de développement, il est énorme. Il faut savoir, sur Athena, si je remonte la première capture d'écran, pour afficher toutes les acquisitions que vous voyez là sur l'image, si on considère que vous développez juste un CRUD, parce que vous ne voulez pas faire autre chose, pour afficher ne serait-ce qu'une ligne ici, il y a à peu près 5-6 requêtes qui devraient partir avec un CRUD. Avec Elasticsearch, en une seule requête, vous avez ça. Si on le pagine, parce que là, des résultats, il y en a 16 000 à peu près, il faut que vous développez l'API de pagination côté back. On estime, alors après, on ne va pas rentrer dans les détails, etc. Mais grosso modo, il nous faut 1 jour, 2 jours pour paginer une API, la tester, etc. Là, avec Elasticsearch, c'est out of the box. Donc on gagne 2 jours, c'est un truc comme ça. Pour tout ce qui est graph à droite, pour le coup, au tout début, quand on avait peu de données, on requêtait directement en base pour afficher, on va dire, une centaine de points par graphe. Pour tout agréger, ça prenait déjà 2-3 secondes. Là, des points, on en a 16 000 et ça prend 1 seconde. Même sans pas. exagérer. Et honnêtement, en fait, l'utilisation des API qui sont built-in, c'est plus en fait, c'est venu un peu naturellement. À la base, on l'a utilisé pour la performance. Ce que dit Sébastien, là, les problématiques d'agrégation à droite qu'on avait, PostgreSQL, clairement, il répondait pas du tout à notre besoin. Ouais. Ah, alors, ça veut dire recoder toutes les API d'Elasticsearch. Alors, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on a sur laquelle, oui, sur la sécurité, on y a réfléchi. La question de Mika, c'était de mettre un bloc entre, je répète pour le micro, entre Elasticsearch et la base Postgre. Ouais, du coup, on y a réfléchi. Clairement, on n'avait pas le temps de recoder toutes les API. On ne connaît pas encore tous les besoins dont on a côté front, ou même côté back. On est en pleine évolution de feature. Potentiellement, d'ici 1 an, on va se rendre compte qu'on utilise 3 requêtes Elasticsearch et que c'est tout le temps les mêmes. Et oui, dans ces cas-là,
on essaiera de peut-être passer par une API. Sauf que le problème de ton API, c'est que derrière, la latence, elle va être là. Parce que du coup, tu vas avoir des données qui vont transiter et tu vas perdre de l'intérêt de performance où nous, on a vraiment des gros besoins de performance sur l'affichage. Je veux dire, on sait tous comment ça se passe. Hein. Si un site, il met plus d'une seconde à afficher une page, on va sur un autre site. Hein. Donc, Alors, en l'occurrence, ils n'auront pas le choix, mais là, c'est parce qu'ils achètent le produit avec, mais ils vont aller chez le concurrent. Ouais. ouais, mais c'est vachement dur de faire juste du passe-plat. De le faire juste avec ton API. Non, parce que du coup, ça veut dire que tu dois avoir la requête, tu dois la traiter, tu fais pas juste un passe-plat si tu veux rajouter les couches de sécurité de ton API. Ça veut dire que là, ce que dit Mika par rapport à la problématique, tu disais que ça pouvait faire un passe-plat. Pour répondre, le Mika dit, ça va te permettre de faire ta sécurité. Mais du coup, ça veut dire que tu vas tout requêter. C'est-à-dire qu'en fait, toi, au lieu de créer ton proxy et Ouais. que voilà, j'accepte telle ou telle requête ou les règles de business machin autre, Ouais. faire ça à côté pour dire qu'en fait, voilà, quand je vais appeler telle API de la search, je vais d'abord faire ces traitements-là pour vérifier que tu es habilité à accéder à telle ou telle ressource. Ouais. Tu fais par exemple ton API classique avec les technos du technoback qui permettent de sécuriser ton API. Ouais. Donc, tu sécurises avec ça. Après, quand tu vas recevoir la requête, donne-moi par exemple la liste des enregistrements, tu vas juste appeler derrière l'API de la section qui permet de récupérer la liste. Toi, tu ne fais que faire un passe-plat, tu as juste ajouté les critères de sécurisation que propose ton framework et ta technologie back, en fait, Java ou .NET. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Oui, non, mais clairement, c'est ce qui se passe avec le plugin Read Only Rest. C'est juste que plutôt que de passer par un service qui fait ça, parce que là, en gros, ce que tu me dis, c'est juste, je prends la requête, je rajoute un filtre, j'envoie Elasticsearch, je récupère. C'est exactement ce que j'ai fait avec le plugin Read Only C'est un Rest. peu ce que tu fait, on l'a mal expliqué. Peut-être, ouais. C'est grosso modo ce qui est fait par le plugin et on a étudié la solution de développer nous-mêmes notre propre API pour faire toute cette couche de sécurité. Il s'est avéré, comme a dit Vivien, qu'on s'est retrouvé dans un cas où les permissions étaient très simples à gérer et du coup c'était plus rapide de les mettre directement dans Elasticsearch. Mais effectivement, c'est une option qui est tout à fait viable quand on a beaucoup plus de logique à implémenter pour sécuriser les API. Et faire le filtre autre part que dans Elasticsearch, en fait, ça va vous apporter beaucoup d'autres problèmes, notamment la pagination. Si vous filtrez les données dans votre service back, en fait, potentiellement, votre pagination, vous retournez 50 éléments. Mais potentiellement, sur la première requête, il n'y a aucun élément qui correspond à votre filtre sur la pagination. Du coup, comment est-ce que vous gérez ça ? Parce que vous, votre client, il attend à recevoir 50 éléments, donc vous n'allez pas vous amuser à requêter autant de fois Elasticsearch qu'il faut pour pouvoir filtrer et avoir le nombre d'éléments qu'il faut qui correspondent à votre client. Et après, la gestion de la pagination, vous, depuis votre application, ça sera une grosse horreur. Vraiment, le choix qu'on a fait, ça répond à notre besoin. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête avec Elasticsearch. Comme c'est quelque chose qui est jetable, c'est pas votre persistance de données, il faut que ça réponde à votre besoin. D'accord ? Nous, ça répondait à notre besoin pour cette partie de Business Rules. Peut-être que demain, ça répondra plus à notre besoin. Et oui, il faudra qu'on réfléchisse à d'autres solutions pour gérer ça. Mais les filtres, utilisez-les côté Elasticsearch. Ne les utilisez pas côté middleware avec un proxy ou quoi que ce soit parce que ça va être une horreur à gérer. Ouais. J'ai une question pour revenir à ce que tu disais, Sébastien, tout à l'heure. Tu disais que, si je ne me trompe pas, que Elasticsearch, c'était pas résilient, c'est ça ? Comment ça se passe si tu as un crash d'Elasticsearch pour t'assurer que tu as toujours le même alignement au niveau des données entre ta base Postgre et ton Elasticsearch ? Donc la question, c'est comment, si Elasticsearch crash, on s'assure qu'on a les mêmes données ensuite, une fois qu'on l'a rétabli par rapport à notre base de données. On l'a abordé rapidement. En gros, on a un mécanisme de réindexation qu'on a codé nous-mêmes qui dit scanne ma base de données, tu prends toutes les entités et tu les envoies dans Elasticsearch. Et ce truc-là, en fait, vous êtes obligé de l'avoir parce que, bon, même si c'est quand même un système qui est stable, on sait que les pannes informatiques, ça arrive. Donc il faut que vous soyez capable rapidement de pouvoir repeupler votre cluster Elasticsearch avec les données. Quand vous déployez la première fois aussi, potentiellement, je ne sais pas, vous allez faire une montée de version et vous allez faire tomber tous les services. Et du coup, à ce moment-là, il va falloir à nouveau repeupler Elasticsearch pour que votre montée de version soit efficace. Et donc, ça passe grosso modo par du code où vous connaissez votre modèle de données en base, vous le scannez et vous faites des puts
sur Elasticsearch. Alors, vous n'êtes pas obligé d'appeler l'API un par un, hein. Il y a des techniques pour envoyer des gros blocs de données à la fois. Et c'est ça, quand j'ai dit que ça prenait parfois du temps, suivant la quantité de données que vous avez, il faut savoir que ça va prendre potentiellement beaucoup de temps. Si on a ce rythme-là de données pendant, je ne sais pas, 1 an ou quoi, enfin potentiellement la réindexation, elle peut prendre plusieurs jours. C'est comme ça. Et du coup, comment vous le gérez, vous, au niveau, dans votre business, le fait d'avoir 2 jours de réindexation s'il y a un crash? On le gère Alors, pas. pour C'est l'instant, savoir comment on le gère nous dans notre business si on a un crash, pour l'instant, la réponse est Mais qu'on en parle. c'est ce qu'on disait juste avant, on n'est pas encore en prod. D'accord. Pour le moment, on est en phase de pré-prod, on a des clients, on a des bêta sites où est-ce que c'est déployé chez des clients. Potentiellement, il faudra savoir que si on a un système il y a un crash, il faudra qu'on dise au client Elasticsearch. Et donc c'est aussi une limitation d'Elasticsearch, il faut que votre système il ait un moyen de fallback. D'accord. Peut-être qu'il sera plus lent. Hein, il sera plus lent à afficher, mais l'avantage c'est que votre système il continuera à marcher parce que comme Elasticsearch c'est pas ma source principale de données, derrière mon système il continue de marcher. Je peux injecter mes données dans mon PostgreSQL, derrière jouer une réindexation et indexer les données dans Elasticsearch. Vous pouvez aussi le faire plus finement, par exemple vous dire les clients ils vont probablement accéder aux données qui ont été plus récemment mises dans le système. Donc dans votre script de réindexation, vous visez d'abord les données récentes, vous indexez celles-là, comme ça votre système est prêt là-dessus, et puis par derrière vous continuez à indexer les données qui sont plus anciennes. Ouais. Dans votre système d'indexation, vous avez prévu un réplica et de toute façon vous avez à la fois le réplica de l'index. Oui, oui. Oui, bien sûr, il y a des réplica sets, ouais. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, non, mais alors après, on n'a pas abordé toute la problématique d'infrastructure, de gestion de réplica set. Derrière, Elasticsearch, il a des systèmes pour être capable de retomber sur ses pieds. Mais on n'a pas abordé toute cette partie-là. Mais oui, évidemment, on a toutes ces, nous, en tout cas, on l'a prévu dans notre système. Mais là, on n'avait pas le temps de le présenter sur cette présentation. Derrière, de toute façon, la gestion d'Elasticsearch dans le cloud, on pourrait faire. Enfin, je pense qu'il y a plein de conférences et vous pourrez trouver des informations plus facilement que ce que nous on pourrait vous expliquer, je pense. Ouais. Tu parlais d'arbres, effectivement, de graphes. Comment dans le mapping, est-ce que dans le mapping, tu peux lui déclarer comme type un autre objet de ton index? Alors, on peut faire du nested object, mais on ne le fait pas. Nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est de la hiérarchie. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore cette notion de graphe, on l'aura par le futur. Nous, on a de la hiérarchie. Et alors, c'est intéressant, hein, notre hiérarchie, elle est buildée. J'ai tous les ID qui se baladent de haut en bas. Et c'est séparé par des points. Alors, pour ma recherche, pour que je sois capable de rechercher facilement dans ma hiérarchie, sans avoir à lui donner toute la string de ma hiérarchie, Elasticsearch, vous pouvez définir comment est-ce que le champ il doit se comporter quand vous recherchez dessus. Et donc, moi, je split mon champ en tous mes ID de hiérarchie. Et donc si je cherche par exemple l'ID 12, tous ceux qui ont comme parent l'ID 12, mais lui en fait il va chercher dans tous ceux qui ont la hiérarchie l'ID 12 et il va me retourner tous mes éléments comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui on utilise principalement sur la recherche dans la hiérarchie. Ça pourrait se comparer à un L-tree quand vous faites de la base de données relationnelle. Après quand on va attaquer les parties graphes, il va falloir qu'on réfléchisse à un autre moyen de parcourir efficacement. On n'a pas encore atteint. Si vous avez des questions, on reste ici. On pourra discuter autour d'une bière. Voilà. Merci à tous.